Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre dans cette émission spéciale consacrée au secteur de l'exploitation artisanale et à petite échelle de l'or. Au Burkina Faso, le secteur a produit près de 10 tonnes d'or en 2016 pour une valeur de plus de 232 milliards de francs CFA, selon une enquête de l'INSD, l'Institut national de la statistique et de la démographie. Mais à côté de ces chiffres, il y a l'autre face hideuse du secteur artisanal. 99,97% de la production artisanale d'or du Burkina Faso fait l'objet de fraude, selon la Brigade nationale antifraude donc de l'or. L'impact est énorme sur les caisses de l'État. La situation fait perdre au trésor public burkinabé plus de 300 milliards de francs CFA par an. Face donc à la situation, la société civile se mobilise pour tenter de renverser la tendance. Plusieurs organisations et associations donc sont sur le terrain, parmi eux AGC, Artisanat Gold Council, une organisation à but non lucratif porteuse de plusieurs projets, dont le projet soutenir la formation et le renforcement des capacités des exploitants miniers artisanaux et à petite échelle au Burkina Faso. En quoi consiste-t-il? Dans quel contexte est-il mis en œuvre? Comment véritablement lutter contre tous ces maux qui minent le secteur de l'exploitation artisanale de l'or à travers la sensibilisation? Mesdames et messieurs, les premiers acteurs sont avec moi sur ce plateau. C'est d'abord Seydou Kabré, qui est donc le représentant pays de AGC. Il est aussi coordonnateur national des projets de cette organisation. À côté donc de M. Kabré, Mme Lucie Kabré, présidente des femmes du secteur minier du Burkina Faso. En face de Mme Kabré, nous avons Bonaventure Somda. Il est le directeur du suivi de la réglementation et de la commercialisation de l'or à l'ANEMAS. L'ANEMAS, c'est l'Agence nationale d'encadrement des exploitations artisanales et semi-mécanisées. Et puis enfin, à ma gauche, nous avons Désiré Nikema. Lui est coordonnateur national de l'Alliance pour une mine responsable. Ils ne sont pas seulement 4 sur ce plateau, mesdames et messieurs. Ce soir, nous avons également un public essentiellement composé d'artisans miniers. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer tout de suite, M. Kabré, comment se porte aujourd'hui le secteur de l'exploitation artisanale d'or? On parle de fraude, on parle de sites qui exercent dans l'illégalité, on parle de sites sous contrôle de groupes armés. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Merci. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez donc à travers ce plateau de parler de ce secteur combien important pour notre pays. Vous aviez su le décrire au démarrage donc de cette émission. C'est un secteur qui connaît aujourd'hui de nombreux défis, notamment liés aux questions d'insécurité sur les sites, mais aussi à la professionnalisation du secteur. Beaucoup d'exploitants miniers n'ont pas suffisamment les connaissances requises, les techniques requises, et cela ne permet pas d'avoir un rendement optimal de l'activité. Et c'est dans ce sens que les organisations telles que AGC se sont donc mises à l'œuvre pour soutenir le secteur. Merci. Madame Kabré, quel état des lieux on peut aujourd'hui dresser dans ce secteur? Merci beaucoup. Je suis femme, naturellement, je parlerai de la présence des femmes. Allez-y. Voilà. Donc, c'est un secteur très, très dynamique. Et bien sûr, nous avons des difficultés pour faire l'état des lieux parce que les acteurs se déplacent très, très souvent. Donc, on n'a pas de statistiques fiables. Néanmoins, l'ANEMAS a déjà fait des enquêtes, mené des enquêtes en 2018. Il se trouve qu'il y a au moins 29% de femmes qui sont sur ce secteur. Et les femmes qui sont au niveau des sites miniers artisanaux, ce sont des femmes qui travaillent directement avec les hommes. Elles lavent le minerai, elles traitent, elles extraient l'or aussi. Et il y a d'autres activités connexes à côté de cela. Donc, c'est la restauration et d'autres activités génératrices de revenus que les femmes mènent sur les sites miniers artisanaux. Elles sont aussi dans les trous? Et il y a des sites où les femmes creusent. Voilà, il y a des sites, mais elles ne font pas en profondeur. Et ce que nous avons vu de notre expérience, elles se limitent peut-être à 3 mètres.
Donc, elles font le creusage. Ensuite, elles pilent, elles vont moudre, elles lavent, voilà. Donc, toute la chaîne de production, la femme, elle est présente. Merci beaucoup. Monsieur Sombda, quelle situation on peut dresser aujourd'hui? Il faut dire que l'exploitation minière artisanale aujourd'hui est caractérisée principalement par l'informalité, bien sûr. C'est-à-dire l'écrasante majorité donc, des sites au Burkina sont exploités illégalement, c'est-à-dire sans véritablement une reconnaissance légale, sans document, alors que dans le principe de la gestion des sites, toute activité minière au Burkina Faso est soumise à autorisation préalable. Donc il faut dire que l'écrasante majorité, en tout cas des sites, sont exploités dans l'informalité. Le deuxième point, il faut dire que, vous l'avez mentionné donc dans le propos introductif, il y a une fraude à la commercialisation de l'or qui est assez importante. Quand on regarde les statistiques aujourd'hui, on estime la production nationale autour de 10 tonnes, voire 20 tonnes, sinon plus. Mais ce qui arrive véritablement à passer par le circuit normal, le circuit formel, a rarement atteint 500 kg. Donc cela montre à souhait l'important de la fraude qu'il y a toujours dans ce secteur-là. Et également, il y a les mauvaises pratiques en termes d'exploitation minière artisanale. Il faut dire que les artisans miniers ont besoin véritablement d'être outillés aujourd'hui pour améliorer leurs conditions de travail et améliorer la méthode d'exploitation et de traitement des minéraux. Monsieur Nikema, M. Sombda parlait de mauvaises pratiques et on sait également que ces mauvaises pratiques ont un impact énorme sur l'agriculture, sur l'environnement. Qu'en est-il exactement aujourd'hui sur le terrain? Effectivement, ces impacts sont réels. Donc, au niveau des différentes zones minières, artisanales à petite échelle, vous remarquez qu'éventuellement, ces impacts-là font souvent le quotidien de plusieurs acteurs. Mais déjà, il faut signifier aussi qu'il y a une dynamique qui est là. Et cette nouvelle dynamique, c'est d'encourager les acteurs vers l'adoption de bonnes pratiques, la promotion de techniques et technologiques qui pourraient éventuellement les aider à produire et à réduire considérablement ces impacts négatifs-là, qui en réalité ont aussi d'autres incidences, notamment des conflits dans ces zones minières-là. Donc aujourd'hui, on peut dire que la dynamique de changer la donne a été enclenchée. Maintenant, il suffit de poursuivre et de renforcer les actions pour qu'en réalité, on puisse réellement aboutir à minimiser ces impacts-là aujourd'hui qui font en réalité la mauvaise image de ce secteur. Merci beaucoup. Assez donc de difficultés, c'est tout ça donc qui explique la mise en œuvre d'un certain nombre de projets au niveau de l'AGC. Exactement. Donc c'est ce besoin-là qui a amené AGC donc à développer, à mettre en place des projets au niveau du Burkina. Et principalement, nous avons 4 projets qui sont actuellement actifs sur le terrain. Le premier projet qui est dénommé Planet Gold Burkina, qui est un programme donc de 4-5 ans, donc commencé en 2019 et qui finit en 2024, qui vise essentiellement à contribuer à l'élimination du mercure dans la chaîne d'exploitation de l'or artisanal. Et le second projet, le projet STAG, s'intéresse au commerce échelonné de l'or qui s'exécute dans la région du sud-ouest également, où nous accompagnons les artisans miniers à se formaliser en vue donc de promouvoir le commerce traçable de l'or. Le troisième projet, qui est donc l'objet de cette rencontre, donc, est donc le projet de soutien au renforcement et à la formation, donc au renforcement des capacités à la formation des artisans miniers du Burkina Faso, qui a été conduite dans la région de la boucle du Mouhoun et au niveau du centre, à travers donc une série de formations. Et le dernier projet qui vient donc de commencer est le projet de promotion de l'orpaillage responsable financé par la coopération suisse au Burkina Faso pour une période de 4, dont la première phase a une période de 4 ans. Alors globalement, que dire de leur mise en œuvre aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la mise en œuvre de ces projets est assez satisfaisante. Nous bénéficions de l'accompagnement donc des acteurs étatiques, mais aussi des ONG partenaires pour la conduite des activités. C'est dans ce sens que nous avons l'Agence nationale de l'encadrement des sites des exploitations minières artisanales, l'ANEMAS, qui nous a donc soutenus dans le cadre de ce projet de formation et de renforcement des capacités des artisans miniers. Nous avions bénéficié également de l'accompagnement de l'AFEMIB, l'Association des femmes du secteur
miniers du Burkina. Pour ce projet, la FEMI va jouer un rôle essentiel en conduisant d'abord l'étude d'évaluation sensible au genre pour déterminer les besoins en formation des artisans miniers au niveau de Poura. Et nous avons bénéficié donc de l'accompagnement de l'ANEMAS et de la FEMI par la suite pour la conduite des formations sur le terrain et au niveau de Ouagadougou. Alors, merci M. Cabré. Alors, Madame Cabré, insister sur l'encadrement, sur la formation, est-ce que ça veut dire quelque part qu'on va sur le postulat selon lequel les artisans miniers ne disposent pas suffisamment d'informations ou sont peut-être dans l'ignorance? Oui, c'est très juste parce que, comme tous les autres secteurs d'activité, il faut être formé. Même dans les autres services, le renforcement de capacité doit être permanent parce qu'il y a le contexte qui est là, il y a les nouveaux défis à chaque fois. Et ce secteur artisanal, depuis fort longtemps, pratiqué par nos grands-parents, et à ce jour, comme M. Somda l'a dit, ils sont toujours dans le traditionnel. Donc le besoin est là, c'est une réalité. Et tous les acteurs, les ONG et presque les OSC qui interviennent dans ce secteur font de la formation, le renforcement de capacité, leur cheval de bataille. Parce que tant qu'on n'est pas formé, tant qu'on ne connaît pas, on ignore, c'est compliqué. Donc, comme M. Ninkiema vient de le souligner, nous, par exemple, à notre niveau, la FEMI mène des activités de renforcement des capacités à l'endroit des femmes surtout. Vous savez que les femmes sont sur les sites miniers avec leurs enfants, avec tout ce que vous pouvez imaginer comme effet négatif sur leur santé, sur l'environnement. Donc, ce que nous faisons, nous essayons de mener des campagnes de sensibilisation, au moins pour leur donner l'information sur les risques liés à l'exploitation si elle n'est pas bien faite. Donc, parmi ces risques, nous notons la santé. Et vous savez qu'aujourd'hui, même les femmes utilisent le mercure à main nue, sans protection aucune. Et les enfants qui sont au dos, qui respirent la poussière, même pour une grande personne qui respire continuellement la poussière, ce n'est pas facile, à plus forte raison des bébés. Donc, qu'est-ce qu'elle risque comme danger? Ah, bon. Nous connaissons déjà les maladies liées à la poussière, telles que les problèmes respiratoires. Mais au fil du temps, à la longue, beaucoup ont donné des témoignages sur les impacts de l'utilisation du mercure sur leur santé. Il semble qu'à un certain âge avancé, ça commence par des tremblotes et on ne peut pas soigner. Parce que semble que c'est le métal le plus lourd qui se dépose dans l'organisme de l'homme. Donc, les risques sont énormes, surtout pour les femmes et les enfants. Et l'autre volet que la FEMI aussi a embrasé, c'est d'accompagner les femmes qui sont très, très vulnérables sur ces sites. Parce que tout le monde n'est pas sur le site par plaisir. Il y a les femmes qui sont là parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc, à ces femmes, nous leur offrons autre opportunité pour diversifier leurs sources de revenus. Voilà ce que nous... D'accord, merci beaucoup. Monsieur Somda, au niveau de l'ANEMAS, quand vous faites le point des différentes activités, des étapes au niveau des sites d'exploitation, dans quel volet aujourd'hui la formation semble être peut-être une nécessité? Okay. Alors, merci encore. Il faut dire que l'ANEMAS, qui a été créé pratiquement en 2015, opérationnalisé en 2017, a reçu pour mission effectivement la surveillance et l'encadrement des activités d'exploitation minière et mécanisée. Donc elle intervient sur le terrain à travers plusieurs axes, et notamment dont l'encadrement technique des exploitations et des exploitants. Et effectivement, toutes les actions de renforcement des capacités s'inscrivent dans ce volet encadrement technique des exploitants et des exploitations. Il faut dire que au regard de des caractéristiques en fait de notre public cible, notamment vous savez que c'est un milieu où tout le monde n'est pas instruit. Donc naturellement, les formations, il faut d'abord sensibiliser les artisans miniers, les former à s'enquérir, ou plutôt à être bien informés sur les conditions qu'il faut remplir d'abord pour exercer l'activité. Aujourd'hui, quand vous voulez aller dans l'exploitation minière, quels sont les documents qui sont nécessaires?
quelquefois c'est par manque de connaissances, c'est par méconnaissance que les acteurs sont dans l'illégalité. Donc c'est tout à fait indiqué que nous allons en tout cas vers la sensibilisation, la formation sur la réglementation en matière d'exploitation minière artisanale. Alors, quand cette étape est franchie, il faut aller vers les méthodes, M. Nikema l'a dit, vers les méthodes d'exploitation qui ont moins d'effet moins d'impact sur l'environnement. Donc là, on va parler de techniques et technologies qui ont moins d'effet sur l'environnement. Il faut dire que le besoin de formation est permanent. Parce que c'est un public qui est très dynamique, qui est très mobile. Aujourd'hui, vous avez tel acteur qui exploite, qui est dans l'activité. Demain, il y a pratiquement au quotidien, il y a de nouveaux acteurs, si bien que la formation doit être répétée, la formation doit être continuée, accompagnée, jusqu'à ce qu'on puisse... Oui, mais on a souvent l'impression qu'il y a une sorte d'attentisme des acteurs étatiques vis-à-vis de ce volet. Ça donne comme impression qu'on ne fait pas assez. C'est quand même un secteur qui mobilise des millions de Burkinabés. Quand on voit ces centaines de sites qui sont ouverts en toute illégalité, il y a de quoi se poser des questions. Okay. C'est très juste effectivement ce que vous dites. Mais les attentes, il faut dire que les attentes sont fortes. Les attentes sont fortes. Si on refait un peu d'histoire, vous verrez que l'État, depuis 2006, s'est relativement désengagé en fait, du secteur, si bien que les problèmes se sont accumulés. Voilà. Avec la liquidation donc, du CBMP en 2006, la présence de l'État s'est fortement réduite, de sorte que les besoins sont allés grandissant. Et l'ANEMAS, qui a été mise en place en 2015, opérationnelle en 2017, a commencé véritablement par les questions les plus urgentes. C'est vrai, l'État fait quelque chose, mais véritablement, on n'est pas arrivé vraiment au niveau où on peut dire que, en termes de formation, de renforcement de capacités, c'est très, très satisfaisant. C'est un processus, comme je l'ai dit, il faut aller pas à pas, et c'est ensemble, donc, avec l'ensemble des acteurs, que ce soit des ONG, les structures d'association, les structures associatives d'artisans miniers. Voilà, c'est ensemble véritablement qu'on pourra porter cette problématique et enfin de relever les défis de ce secteur. Merci. Monsieur Nikema, jusqu'où peut se situer ce besoin en termes de formation et d'encadrement des artisans miniers? Il faut dire que le besoin en formation peut être situé à 3 niveaux. D'abord sur les aspects organisationnels liés un peu à la mise en place des systèmes de gestion. Vous savez que la plupart de nos acteurs, notamment les artisans miniers sur les sites, travaillent pour leur propre compte et souvent en de petits groupes. Alors, donc, souvent, ils n'ont pas de structure de gestion, une organisation qui les permet de pouvoir soutenir tout le reste, ces bonnes pratiques qu'on veut les amener à adopter. Donc, d'abord, sur ce niveau-là, ils ont besoin d'une formation. Après ça, nous avons la formation au niveau du savoir technique et technologique. Voilà. Donc, permettre à ces acteurs-là de savoir qu'il y a des techniques plus appropriées qui existent, accompagnées de technologies qu'il faut acquérir pour pouvoir produire tout en réduisant les impacts négatifs sur l'environnement et aussi sur le social. Après cette dimension-là, il faut prendre en compte un peu lié à la chaîne de commercialisation. Voilà. Et ces acteurs-là ont tous aussi besoin de formation parce qu'il y a des dynamiques, il y a des réglementations au niveau international qui régissent un peu l'activité. Donc, il faut se conformer à ces dispositions-là. Alors, donc, vous avez déjà, au niveau de la chaîne de commercialisation, les premiers acteurs qui sont en contact direct avec les artisans miniers. Vous avez les collecteurs qui, eux, permettent de pouvoir collecter de l'or déjà depuis les sites au profit de comptoirs. Voilà. Et ces comptoirs aussi ont aussi besoin d'être formés. Voilà, parce que c'est une activité avec tout un savoir-faire qu'il faut s'approprier pour pouvoir être vraiment dynamique et compétitif. Et eux, ils travaillent à ce qu'on puisse exporter l'or. Alors donc, leur travail, en réalité, aussi a une image un peu sur le pays. Voilà, quand on fait le classement des pays producteurs d'or, le Burkina est cité. Et donc, la relation entre le Burkina et les partenaires à l'extérieur est plus régie par ces comptoirs-là, parce que c'est eux qui ont l'autorisation d'exporter de l'or. Et après eux, vous avez même les partenaires qui se trouvent à l'extérieur, qui doivent être aussi formés, savoir un peu le contexte local et les tests qui régissent un peu le secteur ici et comment cela se passe. Mais au-delà de tout ça, il faut savoir que les autres acteurs
qui ne sont pas impliqués directement, mais de façon indirecte, parce que quand vous avez parlé des impacts, vous avez parlé de l'agriculture, de l'élevage, et ainsi de suite. Donc tous ces acteurs sont bien de formation pour comprendre le secteur, comprendre quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés et quels sont les défis, et éventuellement comment se comporter face à ce secteur-là. Donc du coup, vous avez déjà les acteurs qui sont liés, qui sont dans la chaîne elle-même directement, mais vous avez aussi des acteurs qui sont autour de cette activité-là, qui ont aussi besoin de formation pour pouvoir mieux assumer leur rôle pour accompagner ce sous-secteur-là qui a vraiment besoin de la participation de tous. On va peut-être prendre l'avis de, je vois quelques représentants. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que les uns et les autres viennent de dire sur ce plateau, que les artisans miniers ont véritablement besoin d'être formés parce qu'ils ne maîtrisent pas beaucoup de choses, beaucoup de situations dans leur propre domaine? Oui, effectivement, ça c'est vrai. Nous avons besoin en tout cas de ces formations. Je crois quand même on a suivi d'autres formations déjà, mais ce n'est pas suffisamment. Je crois qu'on veut qu'ils continuent en tout cas à nous former dans ce cadre-là. Vraiment, ça va nous faire plaisir. Vous avez besoin de formation dans quel volet exactement? À quel niveau? L'orpaillage, surtout au niveau de l'utilisation des produits chimiques. C'est quoi la réalité aujourd'hui de cette utilisation des produits chimiques? C'est pas facile. Parce que si nous les utilisons actuellement, vraiment, on trouve que c'est pas bon. C'est pas bon. Vraiment, il faut un changement. Vous abusez, vous utilisez mal, comment? Bon, nous utilisons sans dépasser. Actuellement, il nous faut peut-être un changement avec des machines qui peuvent nous aider à changer cette utilisation des produits chimiques. Voilà, sinon on n'a pas le choix. Hein. Voilà. Mais si on les gagne comme ce qui est en train de commencer avec Planète Gold, je crois que tout peut changer. Merci, merci beaucoup. Alors, M. Cabri, on va revenir à vous. C'est donc dans ce contexte véritablement qu'on met en œuvre le projet Soutenir la formation et le renforcement des capacités des exploitants miniers artisanaux et à petite échelle au Burkina Faso. Qu'est-ce que c'est concrètement? Bien, très bien. Alors, l'approche utilisée par ce projet a été d'abord d'identifier les besoins en formation des artisans miniers. Monsieur Nkema l'a dit, les besoins en formation sont énormes et tout ce qu'il a cité ont été aussi ressortis par les artisans comme besoins essentiels en termes de formation. Et comme je vous disais au début, nous avons bénéficié de l'accompagnement de la FEMIB pour identifier ces besoins en formation. Ils ont conduit cette étude d'évaluation sensible aux gens pour que nous puissions savoir sur quoi exactement les artisans veulent être formés. Et cette étude a permis donc d'identifier les besoins en formation sur l'éducation financière, sur le core CRAF et le devoir de diligence de l'OCDE, sur aussi la formalisation et le commerce de l'or, mais surtout sur les questions de santé, sécurité au travail et en dernier point, sur l'entrepreneuriat dans le secteur minier. C'est ce qui a permis donc d'élaborer ces modules de formation et nous avons dispensé ces formations en 3 vagues. Nous avions fait 2 vagues de formation sur le terrain à Poura, au bénéfice direct des artisans miniers, mais aussi aux acteurs indirects, aux bénéficiaires indirects que sont l'administration communale, mais aussi les partenaires étatiques qui interviennent sur le secteur. Et ensuite, nous avions eu ces mêmes séries de formations au niveau de Ouaga, au profit des représentants des artisans miniers, notamment les syndicats, mais aussi les comptoirs, sur les questions de commerce de l'or et le cours CRAF et la diligence raisonnable de l'OCDE. Donc ce sont ces thématiques qui ont été formées au niveau des deux zones, Ouaga et Poura. Et à la fin de ce processus, nous avions fait appel à l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales, l'ANEMAS, pour évaluer l'impact de ces projets, mais aussi la performance donc, de mise en œuvre du projet. Nous avons la chance que M. Somda est là. Donc, ils ont fait cette évaluation et ils ont restitué les résultats de cette évaluation auprès des bénéficiaires sur le terrain il n'y a pas encore longtemps. Merci. Bon, on ira directement chez M. Somda. M. Somda, sur le terrain, qu'est-ce qui a été fait? Alors, il faut dire que nous avons véritablement eu du plaisir à évaluer donc, ce projet. Alors, nous avons fait des constats et il relève quand même des points forts, alors, en tout cas que le projet a pu mettre en œuvre.
Sur le premier point, c'est l'implication des parties prenantes. Il s'est agi à ce niveau de voir véritablement est-ce que le projet a ratissé l'âge, est-ce que le projet a pris en compte les acteurs, en tout cas, qui sont intéressés par cette problématique. Effectivement, à ce niveau, nous avons vu que dans le document de base, le projet donc avait prévu former 170 participants, donc des acteurs directs et des acteurs indirects. Les acteurs directs sont composés donc des artisans miniers essentiellement, et les acteurs indirects qui sont les structures administratives déconcentrées, les coutumiers. Et nous avons vu véritablement que le projet a véritablement pris en compte l'ensemble des acteurs, en tout cas qui sont intéressés par cette problématique. Et 222 personnes ont pu participer à cette formation. Donc sur ce premier niveau, on a estimé quand même que la prise en compte des parties prenantes était assez satisfaisante. Le deuxième niveau d'appréciation était de savoir quel était le niveau de prise en compte du genre. Et là également, on s'est rendu compte qu'effectivement, en tout cas la dimension genre a été prise en compte. Ça a été un projet véritablement sensible aux gens. Pour les artisans miniers, le nombre d'artisans miniers formés qui s'élevait à 185, on avait pratiquement 39% de femmes. Donc là également, c'était un résultat assez satisfaisant. Voilà, au regard donc de la population des employés qui est majoritairement masculine. Donc quand on arrive à ces proportions, c'est assez intéressant. Et également, le troisième niveau, c'était de savoir quel était le niveau de prise en compte, le degré de prise en compte des besoins exprimés. Et comme M. Cabrel l'a souligné, avant donc de dérouler toutes ces formations, il y a une étude sensible au genre qui a été commanditée donc par AGC. Et dans cette étude, les acteurs ont exprimé leurs besoins donc, en formation. Et là également, on s'est rendu compte que l'ensemble de ces besoins ont été couverts par toutes les formations dispensées. Voilà. Même si en termes de priorité, puisqu'il y a des priorités qui se dégageaient, voilà, en termes de priorité, la tendance générale n'a pas été observée en termes de nombre donc, de participants. Et il était question aussi de regarder quel était le niveau de satisfaction des parties prenantes. Et là également, c'était assez intéressant parce que les acteurs interviewés ont eu une très bonne en tout cas, appréhension donc, des activités du projet. Mais comme on le dit, les attentes sont fortes. Ils ont néanmoins aussi formulé des suggestions allant dans le sens donc, de continuer ces renforcements de capacités, d'accompagner dans la mesure du possible donc, financièrement certains projets dont ils développent, ces acteurs, et également les accompagner toujours dans la formalisation, dans la formation, dans la recherche donc, de partenariats en vue donc, de dynamiser davantage en tout cas leurs activités. D'accord. Ça, c'est ce que M. Somdat dit. On va passer peut-être le micro. On va voir si au niveau des artisans miniers, effectivement, ce projet, est-ce que ces formations ont changé quelque chose sur le terrain? Ok. Merci à tous et bonsoir à vous tous. Effectivement, nous avons reçu beaucoup de formations à Poura, venant même de l'ONG AJC. Et vraiment, on dit Dieu merci. Et on remercie déjà le AJC qui a vraiment fait des efforts à notre niveau pour apporter un grand changement dans l'organisation même de notre activité, qui est l'exploitation artisanale de l'or. Voilà, puisque beaucoup de choses étaient vraiment ignorées à notre niveau. Quoi par exemple? Bon, surtout au niveau même des documents. Voilà, je vais parler des documents que l'ANEMAS même attribue aux exploitants miniers. Voilà, puisque nous avons fait des cartes, voilà, les cartes d'artisans miniers, qui c'est après la formation même de l'AJC que nous avons réellement connu que les cartes d'artisans miniers étaient vraiment importantes pour nous. Voilà. Au-delà de ça... Ça vous confère cette existence légale, vous êtes reconnu par l'autorité. Tout à fait. Afin de certainement exercer tout à dans fait. La légalité. Tout à fait. Voilà.
Au-delà de ça, au niveau même de l'aspect sanitaire, beaucoup de choses étaient également ignorées, surtout l'utilisation du mercure, que bon, nous sommes en train de réfléchir ensemble avec l'AJC, comment faire pour, en tout cas, abandonner cette pratique de mercure qui engendre vraiment des conséquences négatives sur notre vie humaine et végétale. Vous pensez vraiment que c'est l'ignorance qui fait qu'on continue d'utiliser ces substances chimiques? Bon, je ne dirais pas que c'est l'ignorance, mais il faut dire que jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé une solution adéquate en tout cas à cela. Donc vous êtes en attente de l'alternative? Tout à fait. Voilà, nous sommes toujours en attente. Voilà, sinon, bon, on sait que le mercure, en tout cas, c'est très très dangereux pour nous. Voilà. D'accord. Donc, en gros, on va dire que le projet a été concret pour vous. Oui, le projet a été vraiment très utile pour nous. Nous, en tout cas, à notre niveau, on remercie déjà l'AJC parce que ça a apporté vraiment un grand changement. Et on leur demande encore de continuer en tout cas à nous former. Parce qu'il y a toujours le besoin est toujours là? Oui, le besoin est là, puisque très peu de personnes, ils ont formé très peu de personnes. Donc nous voulons que, en tout cas, dans les jours à venir, là, voilà, qu'on essaie vraiment d'augmenter le nombre. D'élargir le nombre. À beaucoup d'artisans miniers. Voilà, pour permettre à beaucoup d'artisans miniers vraiment d'être vraiment dans... D'être coachés, d'être formés. Voilà. Merci beaucoup. Madame Nikema, tout à l'heure, M. Somda a également parlé du respect de toutes les questions liées au genre. Je vous ai vu sourire. C'est une fierté pour vous, visiblement. Pour une des rares fois quand même. Oui. Bon, disons que la manière dont l'or est exploité sur les sites par les femmes, nous-mêmes, si on demandait notre avis, ce n'est pas intéressant. Parce que la femme, le processus engagé, c'est bien que la femme est concernée, mais nous n'aimons pas tellement cette manière de travailler des femmes. Donc, ça veut dire quoi, vous n'aimez pas? Oui, parce que, vous savez, il travaille toujours avec des éléments rudimentaires. Il a parlé tout de suite de la pénibilité du travail. Ça demande de l'effort physique. On a parlé tantôt de méconnaissance même, et de la méconnaissance des enjeux et des défis du secteur. Donc la femme est très exposée. Parce que celles qui sont là-bas, qui sont un peu nanties, elles-mêmes, elles ne pratiquent pas. Elles engagent des gens, elles payent et ces personnes travaillent pour elles. Mais c'est celles qui n'ont pas grand-chose à faire parce que c'est un endroit où, si tu n'as pas de fonds de commerce, tu peux aller tenter ta chance pour peu que tu aies la force physique. Donc, imaginez un peu comment les femmes sont sur ce terrain. Donc, pour nous, bon, 39% de femmes, j'aurais été plus sensible si ces 39% utilisaient du matériel un peu sophistiqué. Voilà, pour améliorer les conditions de qui n'engagent pas leur santé. Voilà. Sinon, ce n'est pas un bon endroit pour les femmes. La manière dont l'exploitation est faite sur le terrain, même pour les hommes, ce n'est pas facile, à plus forte raison pour les femmes. Et surtout que les femmes y vont avec leurs enfants en bas âge. C'est parce que les femmes sont sur les sites que beaucoup d'enfants abandonnent les classes. Parce que la plupart, là, nous sommes au Burkina, les enfants suivent ce que leurs mères font. Voilà. Donc, nous encourageons AGC et Alliance pour une mine responsable et l'ANEMAS qui sont en train de mener des réformes organisationnelles. Et nous-mêmes, nous sommes en train de rentrer dans cette dynamique parce que nous entendons créer des coopératives et installer des unités de traitement, voilà, pour renforcer la capacité productive des femmes tout en respectant les normes environnementales et puis sanitaires. Monsieur Cabré, vous êtes sensible à ces appels sous forme de doléances? Oui, disons que nous avions bien écouté les recommandations des bénéficiaires, mais aussi des partenaires que sont donc l'ANEMAS, la FEMIB, l'ARM, et surtout à l'endroit, en provenance de la communauté minière, nous avions tous noté les préoccupations et
pour les perspectives pour nous, c'est donc de partager les résultats de ce projet, mais aussi de discuter avec nos partenaires techniques et financiers, le bailleur notamment, la Banque mondiale, sur de possibles donc, accompagnements pour poursuivre les activités de renforcement des capacités de ces artisans miniers. D'accord. Monsieur Nikima, tout à l'heure, l'artisan minier insistait sur la nécessité d'élargir toutes ces initiatives à plus d'artisans. C'est assez sérieux, la situation. Oui, et quand vous regardez le nombre de personnes impliquées dans l'activité, on vous parle autour d'1 million de personnes qui sont aujourd'hui dans le sous-secteur de la mine artisanale à petite échelle. Vous voyez que quand on forme quelques centaines de personnes, c'est bien, mais il faudrait pouvoir l'élargir effectivement pour pouvoir avoir des résultats tangibles. Parce que pour que l'histoire soit visible, j'ai vu que vous avez posé la question à la table de l'émission à la NEMAS, on a l'impression que les choses ne bougent pas comme se doit. C'est parce que le champ est vaste. Le champ du sous-secteur de la mine artisanale est très vaste. Donc, il faut vraiment renforcer et continuer les activités qui sont déjà menées pour qu'à terme, on puisse vraiment voir les résultats de ces efforts qui sont aujourd'hui entrepris par les différentes structures pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse changer un peu la donne et que de façon générale, on puisse, que ce soit des spécialistes qui sont dans le secteur ou la population de façon générale, puisse sentir une évolution et un changement dans ce sous-secteur-là. Merci beaucoup. Monsieur Bonaventure Somda, est-ce qu'au niveau de l'ANEMAS, on pense à peut-être initier des projets de cette nature pour un peu mutualiser les énergies pour pouvoir atteindre une plus grande cible? Effectivement, au niveau de l'ANEMAS, comme je l'ai dit tantôt, d'abord l'ANEMAS c'est une structure d'encadrement. Ça veut dire que la formation, le renforcement des capacités, les actions de renforcement des capacités occupent une place de choix. Voilà, c'est là pour dire que pratiquement chaque année nous avons dans notre programme d'activité, des actions de formation, des activités de formation. Le véritable problème, c'est peut-être nous avons une vocation, nous sommes une structure nationale, donc nous partons un peu partout. Nous partons un peu partout, si bien que on peut ne pas être à mesure donc d'accompagner jusqu'au bout un acteur, puisque nous intervenons un peu partout, contrairement aux projets qui ont des zones d'intervention. Voilà. Donc nous avons des activités qui s'étendent sur toute l'étendue du territoire, mais nous avons également des projets qui nous accompagnent justement dans ce sens. Je vais noter ici le projet d'appui au renforcement de la gouvernance du foncier et des mines. Voilà, qui est un projet qui a démarré pratiquement en 2022. Donc, véritablement, on n'a pas pu déployer d'action en termes de formation cette année, mais en 2023, nous pensons que ça va être la bonne année pour véritablement dérouler certaines actions de renforcement de capacité à l'endroit donc des artisans miniers. Mais déjà, en attendant les activités de ce projet, chaque année, nous avons donc des activités de renforcement de capacité à l'endroit donc des artisans miniers. Monsieur Cabri, c'est quoi la suite du projet? Alors, la suite du projet, comme je venais de l'expliquer, donc prévoit donc une dissémination donc des résultats de ce projet-là, et c'est l'occasion pour nous de partager les points de réussite de ce projet, mais aussi de réfléchir avec les acteurs sur les actions futures à mener en termes de renforcement des capacités des artisans miniers. Donc, ça fait que nous allons échanger avec les artisans miniers à travers leurs structures fêtières, les syndicats des artisans miniers et les partenaires, notamment les ONG et les associations qui interviennent aussi dans ce secteur-là, pour qu'ensemble nous voyons qu'est-ce que nous pouvons développer pour encore contribuer au renforcement des capacités de ces artisans miniers. Et enfin, comme je dis, au regard des besoins énormes, nous allons encore rediscuter avec le bailleur pour des possibilités donc, de nouer d'autres initiatives, de développer d'autres initiatives au profit de ces artisans miniers.
Un projet, ce sont des acquis, mais ce sont aussi tous ces goulots d'étranglement, tous ces entraves dans la mise en œuvre des activités. Est-ce que des difficultés vous en avez rencontrées sur le terrain? Si oui, lesquelles? Très bien. Alors, pour ce projet, l'impact de Covid a été aussi un des points, des difficultés que nous avons rencontrées. Covid n'a pas permis donc de démarrer ce projet tôt. Et également, je pense que courant la saison hivernale, nous avions connu une période de fermeture des sites artisanaux, ce qui n'a pas permis donc de dérouler les activités au cours donc, de cette période-là, essentiellement à cause de l'enclavement, mais aussi de la fermeture de ces sites. Sinon, nous disons qu'avec l'accompagnement des autres, nous n'avons pas eu beaucoup de difficultés pour spécifiquement ce projet. Les artisans miniers, est-ce qu'il y a eu des difficultés spécifiques pendant la mise en œuvre des activités? Bon, je dirais qu'il n'y a pas eu assez de difficultés comme ça, sauf que la difficulté dont je venais de souligner, voilà, surtout voir au nombre des participants, voilà, essayer d'élargir encore, voilà, pour permettre à beaucoup de personnes, voilà, de connaître vraiment je vais dire comment en tout cas exploiter l'or afin de minimiser vraiment les dangers même qui sont dans cette activité-là. Voilà. Sinon, bon, on n'a pas en tout cas trouvé assez de difficultés comme ça. C'était bien. Alors, au-delà de l'encadrement et de la formation, aujourd'hui, quels sont vos besoins, vous, en tant qu'artisan minier? Ok, d'accord, merci. Puisque c'est justement à ce niveau même le problème. Nous voulons vraiment une formation continuelle. Voilà, une formation continuelle, c'est-à-dire que si nous pouvons en tout cas avoir des formations à tout moment, voilà, et dans beaucoup de sites, voilà, pour en tout cas permettre aux artisans miniers, voilà, de travailler dans de bonnes conditions, voilà, afin vraiment de faire de bonnes récoltes. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, il y a un autre problème qui est là, bon, qu'on n'avait pas en tout cas souligné, mais je voudrais revenir sur ça. C'est au niveau même de la commercialisation même de l'or. Puisque le vrai souci se trouve en tout cas à ce niveau. Voilà. Au Burkina Faso, on trouve que le coût de l'or est très bas par rapport à d'autres pays. Voilà, donc ça encourage vraiment la fraude. Et lors même des rencontres, nous avons demandé vraiment à la structure ANEMAS qui est étatique, qui intervient vraiment dans notre domaine, voilà, de bien vouloir revoir en tout cas le coût de l'or, si en tout cas il peut vraiment élever un peu le coût de l'or. Puisque si vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des problèmes énormes et il y a des difficultés de mise en contact même entre l'ANEMAS et les artisans miniers, je pense que c'est la raison principale. Voilà, le coût de l'or est très bas. Voilà, donc nous demandons à l'ANEMAS vraiment de revoir à ce niveau. Puisqu'au début, c'était la répression. Voilà, la répression, pourquoi? Parce que si on croisait un artisan minier qui tenait de l'or, on prenait. Et en tout cas, il est fort probable que tu n'arrives pas en tout cas à acquérir encore l'or même en totalité, quoi. Voilà, pourtant c'est un domaine où on peut démarrer le travail à 0 franc et demain on peut en tout cas être un millionnaire. Puis l'activité de l'or c'est comme ça. Maintenant au niveau même des artisans miniers. 0 à héros. Oh, oui. Au niveau des artisans miniers, la plupart des artisans miniers travaillent avec des patrons. Voilà. Bon, imaginons que tu pars prendre de l'argent avec un patron que tu pars pour chercher de l'or. Et après avoir obtenu, tu pars pour remettre l'or au patron et en cours de route, la BNAF t'attrape et puis il récupère l'or. C'est vraiment triste. C'est une triste réalité, quoi. Voilà. Puis c'est jusqu'aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, tombe dans l'eau. Voilà, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment une banque comme ça qui vient en aide, voilà, aux artisans miniers par rapport aux autres activités. Voilà, donc à ce niveau aussi, nous faisons un appel à l'État, voilà, de voir s'il pouvait en tout cas trouver des banques pour en tout cas les contacter aux ORPER,
auxquels ils peuvent travailler. Puis ça va plus encore les amener en tout cas à travailler beaucoup avec l'État. Voilà, parce que tu ne peux pas prendre l'argent de quelqu'un, aller travailler et en retour, tu ne l'amènes pas la matière. Tu pars vendre l'or à quelque part et puis tu lui ramènes l'argent. Je ne vois pas un patron qui va en tout cas accepter ça. Maintenant, à ce niveau, ces difficultés liées au financement du secteur, est-ce qu'en partie, ce n'est pas lié également aux agissements des artisans miniers? Parce qu'il y a très peu de sites qui sont reconnus légalement. Oui. Vous aimez travailler dans l'illégalité, on a l'impression que vous plaisez dans ce domaine de cache-cache. C'est cette impression en tout cas qu'on a au niveau de l'opinion. Justement, c'est une triste réalité qu'on constate sur le terrain, mais cela est dû au manque même de sensibilisation. C'est pourquoi nous avons demandé même à l'ANEMAS de sensibiliser d'abord les acteurs sur le terrain. Puis c'est une fois qu'ils n'ignorent pas vraiment ces choses-là, peut-être qu'ils vont en tout cas chercher à être en règle, en cherchant vraiment les documents qui vont leur permettre. Est-ce que c'est seulement la sensibilisation? Parce que j'ai assisté très souvent à des descentes musclées de forces de l'ordre sur des sites reconnus illégaux. Hein. Ça veut dire que quand vous arrivez, c'est la débandade totale. Oui, c'est ça que je veux dire. Les uns et les autres savent qu'ils exercent dans l'illégalité. Si bien que quand ils voient des patrouilles arriver, ils désertent, ils prennent la poudre d'escampette. Tout à fait. Mais je peux dire qu'il faut encore sensibiliser. Il faut sensibiliser, il faut maximiser. Voilà, il faut maximiser dans la sensibilisation. Notre domaine là, c'est un domaine très très costaud. Voilà, parce que les acteurs là, et en toute sincérité, nous sommes là-bas, mais la gérance même de ces hommes-là, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Donc nous souhaitons réellement qu'ils renforcent vraiment la sensibilisation. Je dis renforcer, pourquoi? Je prends un exemple à Poura. L'AJC a été là-bas, nous avons témoigné. Quand on disait que l'ANEMAS était là, c'est comme un lion qui arrivait. Et personne ne voulait croiser l'ANEMAS. Mais après la formation de l'AJC, tout le monde a connu qu'en tout cas, en réalité, l'ANEMAS n'est pas là pour nous détruire, mais il est venu pour qu'ensemble on travaille pour construire le Burkina Faso. Donc, raison pour laquelle on dit de renforcer encore la sensibilisation, voilà, au niveau même des acteurs sur le terrain. Voilà. Merci beaucoup. L'ANEMAS a beaucoup été interpellé. Une réaction? Oui, je vais réagir peut-être sur plusieurs points. D'abord, la fraude. Effectivement, l'aller du fait que le prix de l'or... en fait, la fraude, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer la fraude. Voilà. Il y a plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer la fraude. Parce que le prix de l'or n'est pas fixé au Burkina. C'est un prix qui est fixé à l'international. Alors, si vous connaissez tout site, vous verrez le prix à l'instant T. Donc, le prix de l'or est fixé à l'international. Et c'est ça que pratiquement l'ensemble des acteurs suivent. Sans vous couper, si le prix est fixé à l'international, pourquoi les artisans miniers préfèrent-ils camoufler l'or pour aller le vendre au Togo, par exemple? Justement. Donc, voilà pourquoi je dis qu'il y a plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer cela. Ce n'est pas forcément le prix de l'or, mais c'est tous les frais qui peuvent être liés voilà, à l'exportation de l'or. Donc, ça, c'est un élément. Peut-être les frais d'exportation, mais là également, ce n'est pas les artisans miniers qui sont les exportateurs, c'est généralement les comptoirs qui exportent l'or. Mais il y a également des acteurs qui ne font pas de commerce exclusif de l'or. Vous voyez, quand vous avez des acteurs qui ne font pas le commerce exclusif de l'or, ça désorganise un peu la chaîne de commercialisation de l'or. Voilà. Vous avez l'or, c'est déjà de l'argent. C'est déjà de l'argent. On peut utiliser l'or pour avoir des devises. Donc, vous voyez, vous avez des acteurs qui ne sont pas dans le processus d'achat-vente de l'or. Voilà. Donc, quand vous avez des acteurs comme ça dans le système est désorganisé. On aura toujours l'impression que, moi j'achète de l'or, mais je me préoccupe moins du prix à l'international parce que j'attends, j'escompte en fait, le bénéfice est ailleurs, ce n'est pas vraiment sur l'activité achat-vente. Voilà, donc vous avez des acteurs comme ça qui ne font pas de commerce exclusif. Donc s'il est face à un acteur qui fait du commerce exclusif, il ne peut pas être compétitif. Ça c'est évident. Voilà. Donc c'est ça qui donne l'impression qu'effectivement au Burkina, un acteur légal qui doit acheter de l'or, parce que quand vous achetez au-dessus du cours mondial, en principe, on devrait pouvoir déjà soupçonner quelque chose qui n'est pas normal. Parce que quand on est commerçant, on achète pour vendre, pour en tout cas dégager une marge. Mais quand on achète déjà au-dessus du cours et on veut vendre, vous voyez déjà que c'est comme si on menait une activité à perte.
Voilà, on mène une activité à perte. Mais qu'est-ce qui fait que ça sort? Il y a plusieurs phénomènes. Il y a les frais liés à l'exportation. Il y a que peut-être qu'il n'y a pas des industries de transformation dans nos pays. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent expliquer. Nous avons réalisé une étude sur la chaîne de commercialisation pour appréhender véritablement les causes réelles. Voilà. Et ces causes, notamment, c'est effectivement, il y a cette question de taxe qui revient. Il y a le rapatriement donc, des recettes d'exportation, parce que les comptoirs savent cela. Dès lors que vous sortez de l'or, il faut rapatrier en fait les recettes qui sont issues de cette exportation. Des recettes qui sont encore taxées. Voilà, justement, dans l'échange, il y a beaucoup de pertes. Voilà, c'est des devises. Ça rentre, peut-être, vous le vendez peut-être en choses en francs CFA. De l'autre côté, c'est en dollars, ça revient en francs. En fait, dans l'échange, dans les opérations d'échange, il y a quelquefois des pertes. Et tout ça fait le lit voilà, de la fraude. C'est une réalité, il faut le dire. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments. Un seul élément ne saurait expliquer en fait le phénomène de la fraude en matière de commercialisation de l'or. Alors, le financement, effectivement, c'est une réalité. Hein. On le constate que quand on prend la chaîne minière, l'industriel, ainsi de suite, il y a quand même des financements à l'endroit des gros acteurs. Mais malheureusement, au niveau de l'artisanat minier, ce n'est pas le cas. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais cela peut s'expliquer par le risque et la précarité même de l'activité. Vous voyez, l'exploitation minière artisanale, comme on aime le dire, n'est pas précédée par la mise en évidence d'un gisement. Ça veut dire que alors vous avez un espace, vous creusez, vous ne savez pas ce que vous trouvez. Alors, pour qu'un établissement financier puisse accompagner dans l'une, ce n'est pas toujours évident. Parce que c'est des gens aussi qui sont assez frileux, ils ne veulent pas prendre des risques à un certain niveau. C'est beaucoup lié en fait, à la précarité même de l'acte. Mais il est effectivement nécessaire quand même de réfléchir à la meilleure formule qui puisse permettre effectivement d'accompagner ces acteurs. Parce que aussi, s'il y a un système formel donc de financement, ça peut aussi réduire en fait le phénomène de la fraude. Parce que, comme il a bien souligné, il y a des financiers qui sont en arrière-plan qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. Si on arrive à mettre en place un système formel de financement, ça peut aussi réduire en fait la fraude en matière de commercialisation de l'or. Monsieur Nikema, il y a visiblement la nécessité d'alléger un peu tout ce qui est lié aux formalités dans le domaine de la commercialisation. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut avoir une ambition progressive sur les questions de formalisation, d'accompagnement sur la commercialisation. Parce que M. Somda l'a dit tout de suite, il y a eu un moment où l'État s'est désengagé, entre guillemets, un peu de l'encadrement de l'activité, de 2006 jusqu'en 2015, où on a pensé à la création de l'ANEMAS. Et malheureusement, sinon heureusement pour le secteur, mais malheureusement pour l'État burkinabé, c'est le moment où le coût de l'or s'est enflammé. Donc, du coup, il y a un intérêt majeur à s'intéresser à ce sous-secteur-là. Donc, il y a eu plus d'acteurs et il y a eu vraiment un boom, comme on peut le dire, pendant cette période-là. Et donc, systématiquement, on revient pour encadrer pendant que les gens ont déjà leur propre circuit de commercialisation qui existait avant et où ils n'ont pas, sans coût déjà, sans coût, il faut le préciser. Et maintenant, on leur demande de rentrer dans un circuit formel de commercialisation avec des coûts, comparativement à d'autres pays qui ont des possibilités qui les encouragent à sortir l'or plus facilement qu'au Burkina Faso. Donc, logiquement, je pense que pour pouvoir mieux capter, il faut se donner une période de suicide avec une vision qui permet de pouvoir accompagner les acteurs à rentrer dans le circuit formel de commercialisation avec les allègements de taxes et tout ce qui va avec, jusqu'à ce qu'on puisse atteindre un niveau où on atteint une masse critique pour pouvoir capter l'or. Moi, j'étais environ une semaine à Niamey, j'étais étonné de voir que l'or exporté par le Niger est évalué à 44 tonnes, avec une seule mine industrielle. Et tout le reste, ce sont les mines artisanales. Moi, en tant que Burkinabé, quand je connais le secteur, ça me pose des questions. Vous voyez, ils ont 3 raffineries là-bas. Ils ont 3 raffineries. Donc, au niveau des 3 raffineries, c'est-à-dire qu'ils ont estimé, c'est-à-dire que la valeur d'or exportée en 2021 est estimée à 44 tonnes d'or. Voilà, avec une seule mine industrielle dont la production est estimée autour de 1 à 2 tonnes d'or par an. Donc, tout le reste, ça vient d'où? Donc, vous voyez un peu la dynamique. Et la dynamique, elle est un peu sous-régionale. Et malheureusement, je le dis, c'est que les politiques sous-régionales aussi engouffrent certains pays. Et le Burkina est victime un peu de certaines lois, même quand on parle de repatriement des fonds. D'autres pays, c'est vrai, c'est valable pour tous les autres pays, mais la rigueur au Burkina, il n'y a pas son pareil dans les pays voisins.
Donc quand on analyse, on a l'impression que les pays voisins sont plus soft, ou sont plus avantageux que nous, mais en réalité, c'est aussi de la rigueur dans l'application de certains tests. Et donc ça aussi, ça joue en réalité en défaveur de nous, notre secteur. Donc quand vous regardez que ce soit le Togo, le Mali, le Niger, si on va enlever la part d'or produit au Burkina dans ces pays, mais finalement, vous comprenez qu'en fait, on n'est pas un petit producteur en termes d'or. Donc l'État a tout intérêt, je le dis, hein, c'est donner une période de suici pour encourager la formalisation, les accompagner à un moment donné, jusqu'à ce qu'on atteigne un certain niveau critique qui nous permettrait maintenant de resserrer les vannes, comme on le fait aussi pour les mines industrielles. Parce qu'il y a des périodes où on donne des périodes d'exemption de 3 ans, de 2 ans à des mines industrielles, sur certains aspects, certaines taxes. Pourquoi ne pas le penser pour le secteur minier artisanal? Parce que, comme on le dit, c'est l'intérêt de tout le monde. Voilà. Parce que si aujourd'hui on estime la production de l'or artisanal du Burkina Faso autour de 20 à 30 tonnes par an, et que nous on arrive à percevoir que quelques kilos, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et donc, pourquoi ne pas vraiment faire fi, tenir compte de la réalité du terrain? On est d'accord, hein? On ne dit pas aux gens de ne pas aller dans la formalité, de ne pas respecter les règles, mais je pense que pour tout secteur naissant, on a besoin d'un accompagnement jusqu'à un certain niveau avant qu'on ne remette un peu les pendules à l'heure. Et là, je pense que c'est une réflexion qu'il faut mener auprès des premières autorités, parce qu'aujourd'hui, lié aux enjeux sécuritaires, lié un peu à l'importance du secteur en termes de pourvoyeurs d'emploi et de revenus et du besoin aussi de l'État actuellement. On sait que ce n'est pas facile pour l'État de faire face aux besoins du pays. On en a besoin de ces ressources. Et si on met des dispositions qui ne nous permettent pas de percevoir ne serait-ce qu'un tiers de notre production et que cela nous échappe, pourquoi ne pas revoir les tests pour pouvoir avoir plus? Et moi, en fait, c'est cette question-là qu'il faut mettre sur la table, quoi. En fait, un élément non moins important que je voulais relever également comme cause qui peut expliquer effectivement la cause également, c'est la question de la TVA sur le commerce, sur la vente interne de l'or. Ouais, le mécanisme de la TVA tel qu'il fonctionne ne peut pas s'appliquer à l'or. Vous verrez que toutes les transactions internes, la quasi-totalité des transactions internes, c'est dans l'informalité. Parce que quand vous frappez 18% sur de l'or, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Donc, c'est un plaidoyer que l'ANEMAS a toujours mené et porte également pour qu'on puisse faciliter la circulation, la consommation, ne serait-ce que la consommation interne, la circulation interne de l'or de façon formelle. Parce que tant que la TVA n'est pas levée, c'est très difficile de voir de façon formelle qu'un acteur vende de l'or avec la trace. D'accord. M. Cabri, allez-y. Oui, nous avons eu la chance de collaborer et d'approcher aussi le syndicat des orpailleurs. Nous avons M. Kwame, le SG, qui est là au niveau des invités. Je pense qu'il pourrait aussi revenir sur cette question de commercialisation, parce que lors des formations, on l'a vu intervenir un peu sur ces questions-là. Ça pourrait être un peu plus fructueux pour nous tous. Absolument important. Je vais remercier l'AJC à travers M. Cabri et remercier AFEMI qui ont travaillé ensemble, remercier ARM qui c'est nos partenaires de longue date et l'ANEMAS je ne veux pas remercier parce que c'est notre maison mère. Donc nous travaillons, c'est eux qui nous encadrent. Donc, bon, et comme les uns les autres ont dit, est-ce que moi j'ai quelque chose à dire encore? Parce que notre secteur-là, c'était un secteur qui était laissé à elle-même. C'est un secteur depuis, M. Nikema l'a dit, depuis 2006. Bon, l'ANEMAS a été créé en 2015 et fonctionne en 2017. 2017-2022, ça fait 5 ans. Bon, nous, le syndicat a été créé en 2008 pour pouvoir défendre les intérêts matériels de nos acteurs qui, sur le terrain, n'étaient pas faciles. Vous savez qu'à l'époque, en 2008, il y avait ceux-là qui faisaient le beau temps dans ce secteur. Et bon, c'est à l'issue de ça que nous, on a dit non, trop c'est trop. Il faut arrêter maintenant la répression au sein de nos acteurs. Bon, c'est pour dire que il y a eu une mission, moi j'ai dit que l'État n'a pas de vision. La vision, c'est quoi? Monsieur Nikema l'a dit. Bon, si à la fraude, est-ce que si les conditions sont réunies, on a besoin de faire la fraude? Pour faire la fraude même, c'est un parcours de combattant. Ah oui, pour faire la fraude. Je ne suis pas un fraudeur, mais je me dis que ceux qui le font, ils savent ce qu'il y a dedans. C'est des risques. Tu veux traverser
la forêt pour aller de l'autre côté, ce n'est pas facile. Mais si les conditions sont réunies, je me dis qu'on n'a plus besoin de frauder. Voilà. Donc, au niveau de la commercialisation de l'or aussi, je crois que les comptables se sont retrouvés la dernière fois pour une formation. M. Ninkemal a participé. Et dans les jours à venir, en tout cas, il y aura un grand changement. Je pense bien. Là, vous accusez visiblement l'État, vous parlez de manque de vision. Dans notre secteur. Dans ce secteur, quelle est finalement la part de responsabilité des artisans miniers? C'est-à-dire? Ça veut dire qu'on est d'accord que l'État doit faire énormément de choses. Tout à fait. On est d'accord que l'État est absent sur plusieurs volets. Tout à fait. Mais il y a aussi des réalités qui montrent que, outre l'État qui est un acteur majeur, les artisans miniers ont aussi une responsabilité. Dans l'organisation? Oui. Oui, mais on le fait. Nous sommes sur les 13 régions. Notre structure est sur les 13 régions. On a 13 bureaux régionaux. Et en tout cas, nous faisons de notre mieux depuis 2008. La sensibilisation, la formation, étant une structure qui n'a pas assez de moyens, les gens ailleurs disent que le syndicat a les moyens. Non, c'est la structure, mais pas les acteurs eux-mêmes, ils ont les moyens, mais la structure n'a pas les moyens. Donc on fait de notre mieux pour la sensibilisation. Sur le terrain, qu'est-ce que vos membres vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Bon, vous savez, c'est comme quelqu'un l'a dit dans le secteur, là, chacun vend individuellement. Va individuellement sur le terrain pour chercher l'or. Maintenant, ce qu'il y a, c'est l'ignorance même des textes. Voilà. Et ce que nous faisons, c'est un peu la sensibilisation par rapport à ces différents textes-là, que nous essayons de faire la sensibilisation. Sinon, quelqu'un qui dit que non, lui, il est parti par exemple à Poura. Demain matin, je peux aller là-bas pour chercher l'or. Il n'y a pas de conditions. Voilà. Donc, il y a tout ça qu'il faut réorganiser pour que quand tu vas trouver quelqu'un sur le terrain, il va lui dire les conditions pour commencer à chercher l'or. Donc, il faut une réorganisation de ce secteur. Voilà. Merci. Monsieur Cabri, il y a véritablement besoin de formation à plusieurs niveaux. C'est exact. Il y a besoin de formation. Monsieur Kwama l'a dit, mes prédécesseurs aussi l'ont dit. Et pour nous, tout le monde, devons nous mettre ensemble, ARM, AFEMIB, ANEMAS et les syndicats, pour voir comment est-ce que nous pouvions encore mettre à profit le temps que nous avons, les ressources que nous avons pour former les artisans sur les modules et les besoins dont ils sont exprimés. Si on s'achemine presque à la fin de cette émission, le temps passe vite. On va faire un dernier tour de table, 30 secondes, pour que chacun puisse dire son mot de fin. On commence par Madame Cabri. Honneur aux dames. Ok, merci. Bon, ce que je peux dire, c'est interpeller l'État et tous les partenaires techniques et financiers de nous venir à la rescousse, parce qu'il faut vraiment continuer dans le sens des formalisations. Parce que, comme M. Nikema l'a dit, chacun va en individuel. Et tant qu'on ne se met pas ensemble, c'est un peu compliqué. Et surtout en faveur des femmes, ce que je voudrais dire, c'est de voir vraiment comment faire pour accompagner les femmes. Parce que les femmes ont des besoins vraiment spécifiques. Il ne faut pas les confondre avec les hommes. Les besoins des hommes sont différents des besoins des femmes. Pour peu qu'on leur donne l'occasion de s'exprimer, on va orienter peut-être les actions en faveur des femmes pour qu'elles puissent tirer profit de ce secteur. Et aussi pour les enfants, bon, nous sommes en train de voir comment faire. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui se sont engagées sur le terrain pour le retrait des enfants, mais jusque-là, ça ne marche pas. Comment faire? Comment faire? Donc, c'est une réflexion que je lance pour qu'ensemble nous puissions voir, analyser la situation, pour voir s'il y a des activités spécifiques que les enfants peuvent occuper sur les sites miniers. Ils doivent aussi recevoir une formation dans ce sens. S'il n'y a pas leur place aussi, qu'on puisse aussi trouver une solution vraiment, une bonne fois pour toutes, voilà, pour la santé de nos enfants. Merci. Monsieur Somda.
Donc, il faut dire que depuis 2017, donc, avec la loi sur la commercialisation de l'or, l'État a créé véritablement les conditions pour que l'artisan minier puisse exercer son activité en toute légalité. Donc c'est justement à l'issue de la prise de cette loi que les cartes d'artisans miniers ont vu le jour. Donc véritablement, c'est une invite à l'endroit des artisans miniers de faire véritablement, de saisir vraiment... T'entends, il y avait eu quelques soucis avec cette carte. C'est réglé finalement. Des artisans miniers estimaient que c'était trop cher, que c'était pas à leur portée. Ah oui, bon, c'est vrai que c'est plusieurs catégories de cartes. Nous avons effectivement procédé à la réduction de la carte qui véritablement était... dont plusieurs acteurs faisaient la demande. Donc nous avons procédé à une réduction considérable de cette carte-là. Donc pour dire que l'État a véritablement créé les conditions. Donc c'est aux acteurs donc, de saisir cette opportunité-là et de rentrer dans cette légalité parce que quand vous n'êtes pas avec la loi ne vous protège pas, il faut le savoir. Et c'est l'occasion pour nous de féliciter et d'encourager tous les acteurs qui œuvrent au quotidien, aux côtés de l'État, pour relever les nombreux défis donc, de ces sous-secteurs-là. Donc aucune initiative n'est de trop et aucune initiative n'est suffisante. Donc c'est ensemble véritablement qu'on pourra relever les défis qui s'imposent dans ce secteur-là. Monsieur Nikima, pour clore. Oui, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Déjà, combler ce vide-là qui a existé depuis 2006, c'est déjà un premier pas. Et nous sommes convaincus qu'ensemble, avec une synergie d'action prônée par l'Alliance pour une mine responsable depuis le début, aujourd'hui, on a pas mal d'acteurs qui s'intéressent au sous-secteur de la mine artisanale à petite échelle. Avec le soutien et l'appui de l'administration, de l'État, nous sommes convaincus qu'il arrivera un moment où on verra que l'image de ce secteur a changé. Et je terminerai par dire que c'est sûr qu'ensemble, main dans la main, une mine responsable est possible. Merci. M. Cabré, pour finir. Oui, pour finir, je voudrais ici remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés dans la mise en œuvre de ce projet, la FEMIB, l'ANEMAS, ARM, les artisans miniers. Mais je voudrais aussi ici faire une mention spéciale aux bailleurs, à la Banque mondiale à travers le programme extractif Support qui nous a permis donc de former ces artisans suite à leurs demandes. Et enfin, je voudrais donc souhaiter que ces artisans-là puissent continuer à mettre en pratique les modules de formation qui ont été dispensés. Voilà. Merci aussi à vous pour nous avoir donné cette occasion donc, de partager les résultats de ce projet et de parler de AGC et de ses activités. Merci. Bon, on ne saurait finir sans vous arracher deux petits mots également pour finir. Et puis on donne la parole au syndicat pour clore. Je remercie la télévision BF1 de nous donner l'occasion en tout cas de pouvoir s'exprimer. Déjà, je remercie en tout cas les partenaires qui sont auprès des artisans miniers, et à savoir l'ANEMAS, AFEMIR, l'ONG AJC. Nous allons en tout cas leur soumettre nos doléances encore pour la formalisation même de notre activité. Je pense que rien que ce seul métal jaune-là, si nous sommes unis et nous allons travailler ensemble, on peut faire du Burkina et un pays d'Eldorado. Ouais. Merci beaucoup. Le syndicat? Bon, si je dis merci, il y a une adage qui dit que la vache maigre ne peut pas remercier le marigot parce que demain il va revenir. Donc je pense que nous sommes ensemble jusqu'en décembre. Merci bien. Merci beaucoup, syndicat. Voilà donc qui met fin à cette émission spéciale. Je rappelle que sur ce plateau, nous avons M. Seydou Cabré, il est le représentant pays de l'AGC et coordonnateur national des projets donc, de cette organisation. Merci M. Cabré. À côté de M. Cabré, nous avons Mme Lucie Cabré, présidente des femmes du secteur minier du Burkina Faso. Merci Madame. En face de Madame, nous avons Bonaventure Somda, directeur du suivi de la réglementation et de la commercialisation de l'or au niveau de l'ANEMAS. L'ANEMAS, c'est l'Agence nationale d'encadrement des exploitations artisanales et semi-mécanisées. Puis, à ma gauche, Désiré Nikiema, lui est coordonnateur national de l'Alliance pour une mine responsable. Voilà donc qui met fin à cette émission spéciale. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt. Bonsoir.